Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire un peu d'intraday ce matin. Alors, je vais pas pouvoir faire malheureusement les cryptos. J'ai toujours pas accès à GDAX sur Bookmap, donc on va éviter de le faire. Je les ai contactés, je pense que ça doit être un petit problème technique de mon côté puisque ça dure depuis un peu trop longtemps. Euh, donc, je règle ça avec eux. Du coup, peut-être probablement la semaine prochaine. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir déjà demandé. Et donc, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. On fera une émission spéciale sur ça, sur la lecture du carnet d'ordre, spécifiquement aux cryptos. Mais bon, c'est voilà, c'est de dire qu'en fait, on a des carnets d'ordre plus profonds sur les cryptocurrencies qu'on pourra avoir sur celui qu'on a vu ensemble, hein, où on a simplement 10 lignes à la hausse et à la baisse. Sur le S&P 500 et sur la plupart de toute façon des marchés futurs. Bref, donc là effectivement c'est vrai qu'on a un carnet à une profondeur très très large sur les cryptos, ce qui donne un avantage stratégique clairement intéressant. En tout cas, c'est une information qu'on peut clairement exploiter. Si vous ne l'exploitez pas, d'autres le font et auront donc un léger avantage sur vous. Donc on fera ça, c'est prévu. Voilà, j'essaie juste en fait d'avoir le bon setup pour bien vous présenter tout ça, où on fera donc une émission spéciale sur le carnet d'ordre qui ira un peu plus loin que celle qu'on a faite déjà dans la série Scalping. Donc on reviendra dessus, comment ça s'organise, pourquoi, parce que là je pourrais vous montrer des informations supplémentaires grâce à l'utilisation de Bookmap qui regarde qui regarde le carnet dans sa forme historique et laisse une empreinte. Donc là en fait on a vu la dernière fois qu'on pouvait exploiter le carnet dans son instant immédiat pour repérer les zones de demande à proximité d'une zone de trading que vous avez identifiée. Pour augmenter la précision, là on va voir autre chose dans le carnet d'ordre qu'on ne peut voir qu'à travers des outils comme Bookmap, c'est-à-dire comment se comporte le carnet d'ordre dans le temps. Et alors ça, c'est très très important. Et donc je vous montrerai tout ça en temps et en heure parce que l'information est clairement très très importante pour votre compréhension des fonctionnements des marchés. D'accord, on ne parle pas encore une fois du compréhension du marché lui-même, ça c'est une pure perte de temps. Bref, parlons scalping. Donc, scalping, pardon, intraday sur le DAX. On fait le même schéma habituel, donc Deutsche, enfin 2,30, qui veut donc nous dire le DAX, mais en cash. On regarde s'il y a des gaps. Oui, il y a toujours ce gap ouvert, mais apparemment, on n'est pas super chaud pour venir le chercher. Du moins, pas tout de suite. Je pense qu'on ira le chercher après. Je vais pas faire on fait pas de swing ici, mais voilà, moi je vous parle quand même ici de ça parce que je pense qu'il faut quand même prendre en compte ces informations-là sur les time frames de moyen long terme, hein. On voit bien qu'ici il y a une zone de friction sur le DAX, elle est clairement évidente, d'accord. Alors je vous la mets en plus large, plus la ligne est large, plus en fait ça la rend évidente. Voilà, quand vous voyez ça, vous dites clairement que au-dessus, c'est bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. Là, c'est oh putain, c'est la merde. Donc, on est en train de switcher dans la position oh putain, c'est la merde. Donc ça c'est un petit peu gênant, hein, évidemment, parce que quand on passe en mode oh putain c'est la merde et que les mauvaises nouvelles sont là, voilà, hein, quand on passe en mode c'est la merde mais qu'on anticipe des mauvaises nouvelles, bon elles se manifestent ou elles se manifestent pas. Là, objectivement parlant, c'est pas génial. Et en plus de ça, donc on tient des gaps baissiers. Alors, cette zone-là, en fait, bon, j'aime pas trop les lignes. C'est pour ça que je vous parle rarement en fait de support et de résistance, tellement c'est subjectif. Donc, en fait, on va vraiment utiliser une zone, parce que franchement, pour ma part, c'est comme ça que ça s'explique. C'est voilà, moi je mettrais cette zone-là et de dire, bon là on hésite un petit peu, là au-dessus c'est plutôt un biais positif, en dessous c'est la même merde. Donc là il faut bien vous rendre compte que non seulement on attaque cette zone-là, donc on passe dans la zone de la merde, euh, c'est la première fois qu'on le fait avec des creux et sommets descendants. D'accord. C'est-à-dire que là on le faisait mais c'était encore, on pouvait dire que ça c'était un accident de marché. Même si pour moi c'était juste non, enfin voilà, il y avait déjà des alertes clairement évidentes. Voilà, donc là cette fois on a bien la poursuite d'un mouvement vendeur qui se met bien en place. On revient une nouvelle fois essayer de chercher un peu d'euphorie, elle dure pas bien longtemps. Et puis la sanction arrive. Voilà, l'Allemagne est en récession. Enfin, on peut pas faire mieux que ça. Je veux dire, là on peut essayer de tricher sur les mots et tout ce que vous voulez. La réalité cette fois elle est là, elle est physique dans les chiffres. Bon, voilà, contraction de l'économie, c'est juste. Bon, enfin, je vois pas comment on peut faire monter les marchés dans ces contextes.
Donc, le principe étant donc que moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que cette phase-là d'avancement d'un cycle de retournement, elle est plus que mature sur le DAX. Donc, si on ne tient pas compte de ça, on se dirait qu'on est typiquement dans ce genre de contexte, c'est-à-dire une première vague baissière qui revient tester, voire casser un support, et normalement derrière vient quand même des phases de rebond technique, de gestion du risque, et ainsi de suite. Là, on rentre dans des phases de marché où je vous ai clairement dit qu'il fallait faire attention à ça. C'est pas pour rien que je vous demande de vendre agressivement depuis un bon moment pour avoir des ventes bien placées sur des sommets où vous pouvez mettre les trades ABE et attendre de voir comment ça se déroule. Tout simplement parce que si ça part en couille, il ne faudra pas venir pleurer. C'était pour ça que je vous faisais vendre. C'est pour que vous soyez dedans et que vous n'ayez pas envie de courir après les prix systématiquement après. C'est parce que, voilà, là, ça pourrait sans problème rebondir jusque-là, venir clôturer le gap. Ça peut aussi très bien ne pas le faire. Et si ça ne le fait pas, ça va aller de plus en plus vite. Il faut bien comprendre que c'est le changement de paradigme. Tout le monde pense qu'il va y avoir des rebonds, qu'on va pouvoir sortir tranquille, qu'on va pouvoir voir venir le truc, et c'est justement là où, putain, merde, ça se passe pas comme prévu, on voit plus rien, on comprend pas, ça baisse, c'est stupide, donc toutes les gestions du risque implosent, et évidemment tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe? Bref, 1987. C'est exactement ce type de schéma-là. Personne ne comprenait rien à ce qui se passait, ce n'était pas normal, ce n'était pas rationnel, et pourtant ça s'est produit. Donc c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Le nouveau paradigme, tout le monde pense qu'il n'y a pas de souci. La Fed, elle est là, elle va empêcher les baisses de prix. La Maison-Blanche ne veut pas que ça baisse. Donc, théoriquement, à chaque fois qu'il y a un signal baissier, on a été sauvé à chaque fois. Donc on imagine que demain c'est pareil. Et il y a forcément, évidemment, un jour où ça ne marche pas, puisqu'on parle ici de systèmes absolument insoutenables et ce sont des schémas paraboliques. C'est-à-dire qu'il faudra injecter toujours plus d'argent, il faudra toujours plus de stimulus fiscal ou monétaire, alors qu'on ne peut pas le faire. Qu'on soit bien d'accord, au bout d'un moment, il y a une limite à ça. Donc ce jeu a de toute façon une fin. L'appétit pour le risque, lui, est parabolique. Donc il y a un jour où l'un ne pourra pas suivre l'autre. Est-ce qu'on y est? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que là, en tout cas sur le DAX, l'orientation, elle est très très moche. Je pense qu'il va y avoir des rebonds quand même. Mais ça dépend de ce que vont faire les marchés américains dans les prochains jours. C'est-à-dire que si les marchés américains commencent à enfoncer le clou, il y a juste un fossé de valorisation chez eux qui est énorme. Mais vraiment énorme, hein, et je pèse pas mes mots là-dessus, c'est énormissime. C'est de dire que si les US commencent à entamer une phase de baisse, que l'USD-Yen s'écroule, le dollar va s'écrouler et j'aime autant vous dire que voilà, ça va tirer le DAX avec. Il y a peu de chances en tout cas que le DAX arrive à faire un rebond dans ce type de contexte-là. Maintenant, si l'indécision du nouveau paradigme maintient un peu les US en zone d'hésitation, on peut avoir un rebond sur le DAX. Voilà en gros le schéma. On notera simplement ce gap, mais là je fais cette introduction plus gros time frame parce que même en intraday aujourd'hui vous devez prendre ça en compte. Hein, il faut vraiment que vous compreniez ça, c'est important. Aujourd'hui, ce qu'on trade, ce n'est pas un contexte de marché habituel. Là, on n'est plus du tout en tendance, on est même probablement à l'aube d'une tendance baissière. C'est-à-dire que là, pour moi, les phases de range, elles sont matures, voire elles sont terminées, et elles sont en train de mettre en place des tendances baissières. Et là, effectivement, c'est un autre type de marché. Alors, c'est-à-dire que, oubliez un peu tout ce que vous avez connu avant, ça ne fonctionne pas comme ça. Le marché baissier, ça a une structure bien différente. Et autrement dit, la différence entre le marché haussier et le marché baissier, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'un marché haussier, ça peut monter avec très peu de volatilité pendant très très longtemps. Un marché baissier, c'est l'inverse. C'est une explosion de la volatilité et ça va très vite. Mais la structure, en réalité, est la même. C'est juste parce qu'on exécute beaucoup plus de volume dans un marché baissier que dans un marché haussier. Mais la structure, en fait, si vous regardiez le marché en tic par tic, vous verriez qu'en fait, c'est pratiquement les mêmes structures. Donc ce sont des structures de tendance qui ont leur propre consolidation. Le problème, c'est que les flux de capitaux sont irréguliers. D'accord? C'est-à-dire qu'au début, dans un marché haussier, vous avez un support par le volume. Alors là, je vous explique ce truc-là. Bon, on sort du contexte et on fera quand même l'intraday après. Mais donc voilà, le principe étant de dire, dans un marché haussier, d'accord, on trouve un pic de volume. On trouve des acheteurs sur un support, voilà, les prix montent, puis les acheteurs commencent à encaisser une partie de leurs bénéfices. Donc le marché s'épuise avec le volume qui se réduit.
D'accord? Donc ça, on sait en général qu'on est dans un cycle haussier, le marché retrace un peu, hop, du volume, le marché revient ici, et on étudie, soit les acheteurs prennent les profits un peu plus vite, donc il va falloir consolider un peu la prochaine fois, mais le marché va retrouver des acheteurs, et ainsi de suite. Bref, de toute façon, on construira toujours des schémas ascendants sur différents time frames, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être en haussier en hebdomadaire et avoir des consolidations 4 heures, un marché qui va retracer, voire... enfin bref, tendance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché supporte les creux. Le volume se trouve sur les supports. Et on freine les prix sur les résistances par manque d'appétit acheteur. D'accord? Ça, il faut bien que vous compreniez ça. Dans un marché baissier, la structure, c'est à peu près la même. C'est-à-dire qu'au début du marché baissier, vous avez beaucoup de volume sur les creux parce que les gens pensent qu'il y a encore la tendance haussière. D'accord? Le problème, c'est que cette fois, au lieu de pousser les prix sur des nouveaux sommet, ça ne parvient plus à le faire. C'est-à-dire que ça achète, ça fait la gestion du risque, et il n'y a plus personne qui achète derrière. C'est-à-dire qu'on gère, la gestion du risque se met très rapidement en place, et là c'est embêtant. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Généralement, les opérateurs font OK, j'achète, je sécurise, je stoppe, je laisse un petit peu la panique, je rachète le mouvement suivant, et j'espère que celui-là cassera la résistance. S'il casse la résistance, c'est bien, je vais essayer une nouvelle gestion du risque ici, et on va voir si ça passe. Mais là, le problème, c'est que quand le marché vous fait des trucs comme ça, mais qui ne parvient toujours pas à casser les résistances, on reste quand même toujours dans un biais acheteur. Je rappelle, le marché est là pour créer de l'argent plus qu'en détruire. Donc, c'est normal que les ranges soient recherchés plus par les acheteurs que par les vendeurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les acheteurs n'arrivent plus à pousser les prix plus haut. Tout simplement parce qu'il y a des acheteurs de plus long terme qui vendent sur ces sommets-là. D'accord? Donc il faut bien comprendre que c'est ça en fait qui bloque aujourd'hui dans les marchés. C'est pas parce que les vilains permabères sont en train de travailler, ça n'a rien à voir. C'est juste que les acheteurs de long terme prennent des profits et qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs de court terme pour supplanter cette demande vendeuse. Et donc ça fait des ranges. Ça reste acheteur, d'accord? Le moyen terme reste acheteur, mais le long terme, lui, commence à vendre. Donc, ça crée un déséquilibre dans les forces de moyen terme, ça les freine, et le frein crée des ranges. De ces ranges réémergeront des tendances haussières ou baissières. Ça dépend tout simplement de comment va se comporter la smart money à moyen terme. Est-ce qu'elle va continuer d'acheter et exécuter tout le volume de long terme, puis réussir à retrouver ses flux ascendants à travers ces résistances qui ont été créées par les acheteurs, par les vendeurs de long terme, ou est-ce que tout simplement, la réalité rattrape la fiction. Les gens qui ont vendu à long terme le font pour des raisons, ils ne vendent pas comme ça, et peut-être que c'est eux qui vont mettre fin au cycle économique par le simple fait qu'ils demandent des bénéfices. Et dans ce cas-là, pas assez d'acheteurs égale, les flux de moyen terme vont commencer à s'inverser et rentrer dans ce qu'on appelle donc un marché baissier qui là n'a plus rien à voir. Là, on ne supporte plus les creux, c'est-à-dire que ceux qui ont supporté les creux si longtemps commencent à ne plus le faire parce qu'objectivement parlant, les stratégies deviennent baissières. Les creux et sommets commencent à être descendants et là, vous arrivez à autre chose, les creux ne sont plus supportés. D'accord ? Et par contre, vous allez avoir une demande vendeuse sur les résistances. Et là, en général, le marché se comporte différemment. D'accord? C'est-à-dire que vous ne voyez pas des V-top au début de la structure, c'est bien un changement de paradigme. Vous voyez des V-bottom, puis les V-bottom se font de moins en moins puissants et vous commencez à avoir des rounding top. Et c'est ça qui est important et c'est ce qu'on voit ici. D'accord? C'est-à-dire ces structures-là où on passe énormément de temps à former les résistances, mais une fois que la résistance est là, l'accélération est de plus en plus rapide derrière. Okay, ça finira de toute façon toujours en V-bottom dans un marché baissier, d'accord, parce que la structure de liquidité est faite comme ça. Je veux dire, en fait, c'est parce que ça s'excite sur la fin du mouvement. C'est de la volatilité pure, c'est-à-dire beaucoup de volume, mais la structure, elle reste la même. Donc, il faut comprendre que c'est ça. On travaille fortement des résistances. Hop, le mouvement s'initie très doucement. Et puis, quand on revient chercher le support précédent, évidemment, c'est là où on comprend qu'on va devoir aller chercher un nouveau niveau plus bas, et c'est là où ça accélère. Ensuite, les vendeurs prennent les bénéfices, V-bottom. D'accord? C'est-à-dire que ça remonte toujours en V-bottom. Le problème, c'est que dans un marché baissier, tout comme on ne casse pas de support majeur dans un marché haussier, on ne casse pas de résistance majeure dans un marché baissier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tente de retracer, il n'y a pas assez d'énergie pour revenir tester les résistances précédentes. Et on forme à chaque fois de nouvelles résistances toujours plus basses, et les accélérations, elles, sont toujours plus fortes. C'est pour ça que la structure d'un marché haussier, d'accord, se constitue en général comme ça, se constitue en général, donc on accumule, on break et on épuise la tendance. Un marché baissier, d'accord, épuise les creux et sommets et puis lui, il l'accélère de manière parabolique.
Il faut bien comprendre que le marché haussier, c'est plutôt linéaire. Alors, il y a des oscillations, mais le marché baissier, c'est parabolique. D'accord? Ça s'initie doucement au sein de la phase de range, et une fois qu'on sort du range, c'est très accélérant. Les retracements sont de plus en plus faibles et les accélérations baissières sont de plus en plus fortes. Ce qui n'est normalement pas le cas d'un marché haussier, sauf des trucs comme le Nasdaq, où là, on est clairement sur une autre, sur une autre thématique légèrement parabolique. Mais bon, là, effectivement, c'est autre chose. Bref, donc ça c'est le contexte, je vous le rappelle. Donc il faut bien comprendre que pour l'instant, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que là, on risque de se taper des accélérations assez importantes quand on viendra trader cette zone-là. Pour l'instant, on n'y est pas, donc retracement possible, mais par contre, si ça chute encore aujourd'hui sur le DAX, il ne faudra pas vous amuser à acheter. Dans ces zones-là, tout le monde va commencer à se dire « Oh putain, le support ici, il n'y en a pas ». Il faut bien que vous compreniez que dans un marché baissier, ce qui embête les opérateurs, c'est qu'on voit très bien que les précédents supports ne sont pas supportés par du volume. Donc si on s'en rapproche, on va les franchir immédiatement. Et en tout cas, on se projettera immédiatement vers la suite, c'est-à-dire ce qui se trouve plus bas. Tout comme dans un marché haussier, je vous renverse simplement la logique, il faut que vous compreniez ça en fait. Tout comme dans un marché haussier, si on se dirige vers cette résistance, mécaniquement parlant, on va tout de suite se projeter vers le prochain niveau. Ce qui fait que la zone ici, au lieu de créer des résistances, crée des accélérations et des breakouts. Des petites accumulations quand il y a un peu de résistance, mais ici, là, on est déjà bien mature dans le mouvement. Vous avez bien compris que si on revient ici, ça va créer des accélérations. Et il y a une accélération qui sera encore plus forte que celle qu'on a connue à l'époque. C'est-à-dire que celle-là était déjà pas mal, mais là, on va connaître un truc encore plus punchy normalement. Donc attention, ici, on est sur la zone de friction. Le marché va probablement tenter quand même un petit pullback. Mais s'il n'arrive pas, il ne faut pas pleurer. Ok? Très important de comprendre ça. Maintenant, on va en intraday. Ok, on fait notre boulot habituel, mais je veux vraiment que vous compreniez cet avertissement parce qu'il est absolument capital. Pardon, DAX. Ok. Donc, nous y voilà. Le DAX, il en est où? Il nous faut, comme d'hab, un contexte horaire. Donc on a compris que le contexte daily, c'est de dire que si on repère 1% et quelques et qu'on va sous les 11 000 sur le DAX, là c'est la merde et effectivement, il ne faut pas s'amuser à faire de l'intraday. Entre guillemets, on sera sur des mouvements de swing, voire des mouvements de moyen long terme. Et là, à ce stade-là, vous ne vous amusez pas à faire joujou dans les flux de long terme en intraday. Enfin, vous tradez contre des gens qui font des choses bien plus globales que vous et dans ce cas-là, soit vous suivez bêtement, mais à moins 1% déjà, je vous recommande de plus trop vous mettre dans les flux, sachant que c'est bien plus d'1% de baisse. Donc voilà, soyez juste conscient que si ça part en couille, vous prenez un jour de vacances et puis vous vous arrêtez. Voilà, vous en intraday, le marché sera là plus tard, mais ici vous n'avez pas d'intérêt stratégique à essayer de profiter de ces mouvements-là, puisque pour vous, ils ne respecteront pas la technique. Voilà. Il faut savoir que vos mouvements en horaire ou en 15 minutes, si vous avez des traders de long terme qui sont en train de solder les portefeuilles, vous allez avoir du mal à trader des signaux 15 minutes. Voilà. C'est juste pour vous signaler ça. Mais bref, bon, ici on va essayer donc de faire abstraction de ça. Voilà, si vous comprenez bien, si je vous fais ça, c'est parce que là, ce que je vais vous faire ensuite, c'est ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire préparation d'un carnet de travail en intraday pour avoir une stratégie dans le marché. Celle que vous appliquez tous les jours, de manière répétitive, sans normalement tenir compte des contextes swing. Voilà, normalement, vous en foutez. Mais là, le problème, c'est comme je vous dis, le contexte swing va très probablement impacter vos mouvements de prix en intraday. Donc, je vous recommande non seulement d'en tenir compte, et de deux, d'éviter de trader ces scénarios-là pour l'instant, ou en tout cas, si vous les tradez, micro-levier pour que quelque erreur que ce soit ne vous coûte pas grand-chose. Allez, DAX. Donc, est-ce qu'on peut avoir un rebond sur le DAX? On l'a vu, donc notre gap, il est situé par là, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà, il est situé ici, je crois même. Voilà, donc je crois que c'est ça le gap. Je vais juste aller vérifier cette info pour ne pas dire de conneries. Voilà, c'est ça. Donc on a un gap ouvert de 12 100 à 12 035. Allons voir ça. 12 035. Ok. Donc ça gap à partir de là et jusqu'à là. Cette partie-là est un gap. Hop. Donc à voir, est-ce qu'on fait donc ce fameux rebond pour essayer d'aller revisiter le gap, former une nouvelle résistance, normalement toujours plus basse, avant le moment où la tendance va réellement s'initier et que donc les pullbacks vont se limiter, et ainsi de suite. Bon, pour l'instant, le schéma qu'on a, effectivement, est un beau schéma de tendance. Donc on va redécortiquer nos schémas. On a une première vague impulsive, une deuxième. Bon, effectivement, un petit pullback là pour faire ça. Oui, est-ce qu'on a de quoi clôturer le gap ? Pas spécialement emballé. Alors,
on pourrait dire vague 1, vague 3, là on est en train de faire la 4, on a largement fait ce qu'il faut pour un pullback, hein. Je le rappelle, pour un pullback, il faut juste franchir 50% du canal de contexte, là ça a été fait. Et il faut 2 vagues de travail. Je pense que là, ici, c'est tout à fait possible de dire qu'on est en train de faire l'excès final. L'excès final doit toujours aller plus bas que le précédent. Bon, là, on pourrait faire une structure double bottom, tout comme on pourra aller plus bas sans, sans aucun problème pour ma part. Le DAX peut sans souci aller nous faire ça ce matin, les 11 002. Et par contre, dans ce cas-là, on essaiera, on voit déjà les structures de break. Je vous rappelle que le break, c'est 40 bougies qui bloquent. Donc là, vous avez jusqu'au 14. Donc, je vais le noter, c'est important, on va le faire. Voilà, c'est pas ça que je voulais. Je veux ça. Voilà. Donc là, on est bloqué pendant 40 bougies. Je crois que ça nous faisait jusqu'au par là. Hop. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que là, si on vient chercher cette zone dans le temps imparti par la durée approximative du breakout, normalement ici, c'est là qu'on récupère ses gains sur le DAX, voire que les expérimentés peuvent tenter un petit reverse. Quand je dis expérimenter, j'entends bien qu'évidemment, vous avez compris qu'en plus de ça, vu le contexte que je vous décris, même pour les expérimenter, il ne faut franchement pas s'amuser à faire joujou, à essayer d'acheter ce marché. En fait, vous avez tellement à vous prendre dans la gueule si vous commencez à faire des trades contre-tendance dans ce type de marché-là, qu'à essayer de lutter contre le marché haussier. Quand il est en pleine vague de hausse, type 2012-2013, à ces moments-là, c'est complètement con d'essayer de le vendre, le marché. Donc là, on est peut-être à l'aube de cette phase-là de marché, la phase de pure tendance, là où il y a des breakouts baissiers, là où on comprend qu'il y a une tendance baissière qui se met en place. Moi, je l'anticipe depuis un moment, cette tendance baissière, parce que c'est mon job. Le jour où elle va arriver, évidemment, tout le monde va dire « Ah, c'est un marché baissier. » Voilà. Bon, bref, moi, à ce moment-là, j'espère évidemment avoir largement vendu d'ici là. Donc voilà, moi ce matin la zone technique ce sera ça en horaire, pour la partie horaire, d'accord. On va noter donc le gap, hein, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si on remonte ici, je ne vois pas de frein avant le gap. Il me semble que le contexte résistant ici ne fera absolument pas son rôle, puisque dans ce cas-là, on aura fini éventuellement le schéma tendanciel et on pourra dans ce cas-là se passer vers une phase de retracement. Donc typiquement, on imagine toujours 2 vagues de retracement. Et typiquement ici, vu qu'on est dans un marché bear, je pense qu'on aura du mal à aller bien plus loin que cet overlap, c'est-à-dire que maximum en termes de retracement, ce sera pour ma part 12 100, bref, à la clôture du gap, dans le meilleur des cas, et normalement la reprise du marché vendeur derrière. Je rappelle qu'on a affaire au DAX, qui est probablement récessif, donc si on s'amuse derrière à faire une consolidation plate, c'est-à-dire qu'on vient là, on fait ça, il ne faudra pas pleurer. Hein, voilà. Pour moi, ça ne contre-indique rien. Je ne pense pas qu'on est en train de former un support fort, je pense qu'on est en train d'essayer de freiner la baisse avant de la reprendre plus tard. En 15 minutes, qu'est-ce qu'on a comme type de contexte exploitable? On va essayer de voir ça. Voilà, bon, range plus que range est mature. Vous voyez que les boîtes de contexte restent bien orientées, pas de disjonction. Ici, ça a tenté et ça échoue. Là, même chose. Bref, donc ça bouge pas, ok. On n'a absolument rien du tout. Moi, je note juste ça, c'est quand même important. Quand vous voyez ce genre de truc là, des targets de range dans des ranges qui sont débordés. Alors, regardez, vous les voyez, toutes les autres targets, normalement, elles ne sont pas débordées. Ça reflue le marché, ça reflue, ça vient pas, 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 ça vient pas. Vous voyez, la target de break bloque le marché. Là, si vous constatez, celle-là, on l'a passée. On l'a transpercée et on revient la reprendre grâce à notre pote Donald Trump. Mais on voit que le système Donald Trump, ça n'a pas marché cette fois. Même chose, on recommence ici. Donc là, vous voyez des objectifs de range qui sont débordés à la baisse, 2 fois de suite. Alors, est-ce qu'on va avoir le même schéma ici? Un schéma de grosse volatilité parce qu'on aura encore un nouveau sauvetage, soit central, soit qui que ce soit. Soit tout simplement, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Mais là, moi, je pense qu'on a quand même en train de prendre des biais assez bas. En tout cas, ce range, je le vois plus facilement sortir par le bas parce que je sens que les pressions baissières sont plus fortes que les pressions haussières. Et ça se voit, hein, voilà, il faut bien le comprendre. Normalement, ici, on est supposé retrouver des supports, hein, voilà, qu'on ne retrouve donc pas pour l'instant. D'ailleurs, ça, c'est la notif que je vous ai envoyée hier pour les experts. Je vous ai dit, on arrive sur la target ici, surveillez vos putains de signaux. Si vous avez des signaux qui arrivent en 15 minutes, il y a peut-être ici un scalp à prendre à l'achat. Bon, regardez le truc, hein, on est venu tirer sur la zone en 15 minutes. Hop, un signal d'overload,
jamais confirmé. Allez, bim, on continue d'enfoncer tous les glands qui s'amusaient à acheter le marché vendeur. Bref, ici, en gros, il fallait rien faire hier. Il n'y avait absolument aucun trade à faire. Rien du tout. Voilà. Niet nada, que dalle. Vous aviez des TP éventuellement à essayer de choper, mais alors, je vois pas l'intérêt. Hein. Donc voilà, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe hier? C'est tous les gens ici qui ont vendu la news ont pris leur profit ici, mais sous le support. Donc il faut bien comprendre, ils ont fait vente, prise de profit. Donc je pense que pour l'instant, c'est cette résistance-là qui tient, puisqu'elle a réussi à casser un support. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de former une résistance inférieure et essayer d'aller plus bas. En tout cas, ou de poursuivre le mouvement vendeur d'hier. Moi, je ne vois que des TP ici. Je ne vois pas des gens qui sont sortis. Il faut bien comprendre que l'algo, lui, il est là pour détecter des structures spéculatives. Les structures spéculatives, là, moi, je ne vois pas de spéculateurs qui sont sortis du marché. Je vois des spéculateurs qui ont sécurisé 50% de la position et qui probablement attendent des objectifs un peu plus bas. Ok? Donc, normalement, moi, c'est ce que je vais essayer d'exploiter, à savoir donc de ce mouvement vendeur qu'on va, dans ce cas-là, essayer d'aller traiter en 3 minutes, enfin que moi je traiterai en 3 minutes aujourd'hui, dans un contexte de pullback. C'est de dire, voilà, pour moi, ça, c'est pas une tendance qui s'est terminée, c'est des accumulations. On voit bien ici, ça travaille le canal de tendance à mort, à mort, à mort, à mort, ça break, on déborde les targets, bref, tendance. Je dirais divergence, première prise de profit. Ici, phase de pullback, on retrouve les moyennes de prix. Le range me semble probablement bientôt mature. En tout cas, on voit déjà 2 poussées haussières dans le range. 1, 2. Voilà, moi je dirais, normalement, rappelez-vous ce que je vous apprends, vous cherchez les pullbacks à proximité des 23% pour les expérimenter uniquement. Les débutants, vous attendez toujours 38 pour avoir un peu plus de sécurité. Et voilà, normalement, il faut passer au-dessus de 50% du canal de contexte. Bon, là, c'est fait. Ok, on a même renversé là le canal de contexte. Mais ça a tout d'un pullback. Là, je ne peux pas faire plus simple. Pour moi, c'est vraiment pullback, pullback, pullback. On vient travailler un peu cette zone ce matin. Dès que ça manque de volume, les vendeurs vont arriver. Et puis, la demande vendeuse va normalement nous tirer sous le support pour un excès final. Donc, théoriquement, pour moi, aujourd'hui, le contexte que je verrais le plus favorable dans ces marchés, c'est d'essayer de trader un excès final pour aller casser les 11 431 et chercher un TP par là. Là, vous cherchez du exit ou du TP comme structure, vous prenez vos profits et basta. Et vous avez fait votre travail sur le truc. Vous savez que dans tous les cas, vous ne visez pas plus bas que la target horaire. C'est-à-dire que si ça défonce ici et que ça vient chercher 300, ici, vous avez un TP max quoi qu'il arrive. Rappelez-vous, c'est notre limite horaire. Et ici, vous pouvez même, si vous êtes chaud et si vous avez des signaux, essayer d'acheter. Mais ici, vous achetez en 15 minutes. On est d'accord? C'est un signal de target horaire. Vous tradez ça en 15 minutes, mais certainement pas en 3 minutes. D'accord? On ne trade jamais 2 créneaux en dessous. Un créneau en dessous, c'est déjà agressif. 2 créneaux, c'est juste débile. Voilà. La stratégie est déjà largement assez agressive. Ne la rendez pas plus qu'elle ne l'est déjà. Voilà donc le schéma que j'aurai pour aujourd'hui. Le schéma qu'on a suivi est donc toujours le même. Contextualiser le marché en daily, rechercher les gaps. Bon, ici, on a fait un contexte fondamental supplémentaire par rapport aux problèmes de liquidité qu'on pourra avoir sur la zone de prix actuelle, sur la zone de prix légèrement plus basse, et le fait qu'ici, on a probablement des traders de long terme qui peuvent être éventuellement en train de vider les portefeuilles, et donc de demander des demandes vendeuses plus fortes qu'à l'accoutumée, qui risquent d'impacter un peu vos signaux en intraday. Cela dit, pour l'instant, ce qu'on voit reste en lien avec ce qu'on recherche, à savoir, on est potentiellement ici sur une structure en excès final. Il y a encore un peu de demande un peu plus bas. Voilà, ça risque d'aller un petit peu plus bas puisque on voit bien qu'en 3 minutes, il reste un peu de place sur ce mouvement impulsif qui pourrait sans problème nous tirer normalement une petite impulsion supplémentaire pour terminer l'excès de la journée. La zone cluster dans laquelle vous recherchez ce truc-là est une zone typique en 3 minutes, c'est-à-dire vous recherchez vers la zone, d'accord, le contexte étant un pullback, vous cherchez un time frame dans lequel ce contexte de pullback est visible. Donc vous le voyez bien, le pullback, ça se met en place dans un cadre de tendance. D'accord ? Sortez toujours votre petite feuille du PDF. D'accord ? Le pullback, ça se fait dans une tendance. Donc pour pouvoir trouver un contexte de pullback, il faut déjà valider les étapes précédentes d'une tendance. L'accumulation, le breakout, la divergence, et donc dire oui, je suis probablement à l'aube d'un pullback. On ne sait jamais, mais on limite le risque. Bon, ça, effectivement, c'est bien une phase d'accumulation. Là, il y a bien des breakouts. On voit bien les contextes disjoints. Il y a tout ce qu'il faut. On voit bien qu'ici, ça freine. C'est bien une divergence. On se dit que là, oui, on est probablement en train de faire le pullback et qu'il nous resterait donc à essayer de profiter de l'excès final. Point à la ligne. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Vous savez que le pullback, vous traitez ça à proximité des niveaux Fibo. Voilà. Donc, c'est 38% probablement le prochain.
Ok? Moi, je ne complique pas plus la chose que ça. Je vois bien mes deux vagues, je les vois d'un point de vue cyclique aussi. Quand on voit bien le sine wave a fait ses deux impulsions haussières. Bref, c'est bien du range, mais du range qui fait suite à un breakout. Donc normalement, dans ces contextes-là, la tendance prévaut et réinstalle une cassure de support. Mais c'est la dernière. Il faut être conscient qu'après, là, il ne faut pas oublier la case prise de profit. Hein. Là, vous ne prenez pas un TP 50%. D'accord? Ici, vous prenez vos profits, point barre. Voilà, c'est de l'excès final. Et ceux qui sont chauds tentent le reverse, mais uniquement avec des forts signaux ou alors des signaux 15 minutes proches des 11 003. Voilà les schémas. Okay, et avec tout le risque que ça comporte, je vous rappelle que cette zone est donc extrêmement punchy et que si on continue à accélérer à travers ça, il ne faut surtout pas hésiter à déclencher vos stop loss. Donc ça, que des trades pour les expérimenter. Là, les débutants, vous ne jouez pas là-dedans. Ok, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc notez ce matin, je vais vous donner les prix du DAX pour ceux qui font en audio. Le 38% chez moi est à 578, 19. Bon, enfin 580 on va dire. Donc la zone des 580 qui était donc là en fait en plus la première zone technique hier, là où il y avait les premiers signaux en 15 minutes. Donc rappelez-vous qu'en gros ici on a probablement piégé tout un tas de gens qui se sont amusés à acheter, qui vont évidemment revendre à BE. Donc cette zone là techniquement parlant pour moi elle a vraiment beaucoup d'importance. Maintenant, là, dès que ça rebaisse, je pense que c'est mature également. Ok? Donc, soyez rationnels. Là, pour l'instant, ça se tendrait à suracheter, mais la bougie n'est pas encore clôturée. Alors, si elle est clôturée. Donc là, on a du surachat sur le 23%. Bah, moi, là, si j'ai un triangle rouge clôturé, j'y vais. Hein. Voilà, par exemple. Ça, c'est le genre de trade que je fais. Par contre, si le triangle rouge n'est pas tenu en clôture, je pense qu'il faudra attendre les zones des 580 sans problème. Même si vous prenez le short ici, il faudra mettre le stop au-dessus de 580. Voilà, hein, tout simplement. Normalement, on est obligé de mettre le stop au-dessus des résistances sur un pullback. Donc là, théoriquement, le stop, il devrait être là-haut. Ça fait cher un peu le stop, donc je pense que vous pouvez le réduire au-dessus de celle-là de résistance. Mais voilà, ça fait quand même un stop à 685. C'est pas rien. Hein, donc ça fait un petit trade, puisqu'ici, si jamais il y a signal vendeur, ce dont je doute, d'accord, ça vous ferait 675 en stop loss. D'accord, pour revenir chercher à peu près la même chose. Donc, autrement dit, ce n'est pas une position dans laquelle vous allez devenir millionnaire. En plus de ça, je vous ai quand même rappelé que les contextes étaient quand même un peu punchy. Donc voilà, vous comprenez que les trades en pullback, c'est pas là qu'on fait de l'argent. C'est pour ça que je vous demande encore une fois et toujours d'essayer d'anticiper les marchés le plus possible. Moi, j'ai toujours des swings dans le DAX et évidemment, ici, je vais prendre des TP sur ces swings. Voilà. Le DAX, tout comme les indices américains, j'en ai déjà encaissé une partie ici, dans cette zone-là. J'ai laissé le range se former. Et ici, je prendrai probablement 25%, allez, 10-15%, ouais, peut-être que 15% supplémentaires sur la position DAX. Je prendrai que dalle sur les marchés américains, puisque eux ne sont même pas encore plus bas. Mais je pense qu'ils vont y aller, évidemment. Donc je vous dis, le risque pour moi, c'est vraiment comment les indices américains vont répondre à ça. Ils font tout pour essayer de save the dip. Le problème, c'est que c'est chez eux qu'il y a le plus à perdre maintenant. Tout le monde le sait. Il faut juste attendre le moment où tout simplement le dollar lâche la bride. Ou s'envole, hein, on ne sait pas. Mais il nous faut ici un mouvement sur la devise pour déclencher, je pense, une réaction épidermique à Wall Street. Après, quand vous voyez les valeurs hier, hein, voilà, comme vous voyez qu'elles se font bien arracher, mais bon, ce sont les mêmes valeurs qui prenaient 4% la veille. Bref, en gros, ça fait un jour plus 4, un jour moins 4. Donc, volatilité extrême sur les actions et sur les actions sensibles. Donc, voilà. Il y a une tendance qui va émerger de ça, hein, ça c'est clair. Je ne sais pas laquelle. Moi, évidemment, j'ai déjà fait mes choix, vous les connaissez. Bref, tout ça, on n'en parle pas. C'est l'orientation de portefeuille moyen terme. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce mois d'août-là, même en vacances, il se passe beaucoup de choses. Même si les gens sont potentiellement en vacances, les enjeux aujourd'hui sont clairement énormes sur les marchés. Même si, bon, voilà, hier, on n'a pas tenu mes scénarios intraday, c'est-à-dire que je pensais qu'on tiendrait une inside bar, c'est-à-dire qu'on ne casserait pas ce support. On le casse, hein, mais je vous montre juste le S&P 500 en horaire. Je voulais vous envoyer une notif hier soir, puis au final, je me suis dit, bon, voilà. Là, on est potentiellement en train de faire du range. Okay, donc, le principe est de dire, le S&P, il a peut-être invalidé mon scénario d'hier en trading de cette zone-là. Il est juste venu chercher les contextes horaires, mais il va probablement nous former un range horaire. Voilà. Donc là, dites-vous une chose, pour l'instant, le S&P 500, il est keblo. Donc là, vous avez 2 bornes de range. Donc vous faites quoi? Vous mettez vos bornes de range. Là, le range est juste illisible. Est-ce que vous pouvez identifier une structure de range là-dedans? Moi, non. D'accord? Ça, je ne sais pas à quoi ça ressemble, ça. Je ne connais pas cette structure-là. Donc le seul truc que je fais, moi, dans ce cas-là, c'est ça.
Voilà, c'est de dire, bah là, je vais foutre l'algo de range classique, enfin l'algo de range. Je vais foutre la stratégie de range classique, à savoir, bah et voilà, dumb zone, essayer de chercher des ventes par là, là des achats, mais moi je suis pas acheteur, donc voilà, je vais pas prendre d'achat. Mais de dire, bah voilà, tant qu'on est dans cette structure, qu'on casse pas une de ces deux bornes, restez prudent, évitez surtout de prendre des trades là-dedans, c'est probablement là que vous aurez la plupart des signaux, et c'est évidemment là qu'il faudra surtout pas entrer en position. Donc voilà, pour moi, restez prudent à Wall Street, très 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 prudent. Je pense que le marché va essayer de retester ce type de trendline. Hein. Donc voilà, ça laisse de la marge, ça laisse du temps. Voilà. Pour finir la semaine, peut-être pas trop trop mal, c'est peut-être ce que Wall Street essaie de faire, de sauver un peu la mise pour la fin de semaine, et on verra la semaine prochaine. Voilà. Ou alors gap baissier, comme je l'ai dit, on reviendra rouvrir lundi prochain sous les 2834. Autrement dit, je ne sais pas ce qu'on fait aujourd'hui et demain, mais en gros, on meurt un peu là-dedans. Un peu de dumb zone. Si je peux avoir un trade là-dedans, ça oui. Hein. Pour le S&P 500, c'est la seule chose qui m'intéressera aujourd'hui. Je vais mettre mon alerte. Hein. J'aime bien faire comme ça aujourd'hui. C'est une astuce que je vous donne pour tous ceux qui ont des comptes chez TradingView, mais pas payants, là, ou qui sont donc limités en alerte. D'accord ? Vous pouvez utiliser les canaux pour borner, en fait. Ouais, là, en gros, moi je trouve ça très utile parce que du coup, ça vous fait utiliser une seule alerte pour déclencher sur deux niveaux. Et dans ce cas-là, sur l'alerte, vous mettez Exiting Channel. Voilà. Et là, en gros, bah, tant que les prix sont là-dedans, ça ne vous intéresse pas, quoi. Alors, pardon, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Par contre, je vais mettre là. Voilà. Un peu avant la zone rouge et sous le support. En gros, là, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui à Wall Street, c'est est-ce qu'on va réattaquer le plus bas d'hier. Dans ce cas-là, je vais étendre ma zone de range. Hein. Ou est-ce qu'on vient chercher la zone résistante? Et dans ce cas-là, je chercherai un signal de vente là-dedans. Voilà, en gros. Hein. Et j'attends tranquillement que la semaine se termine. Et je ne sais pas. Voilà. Là, soit on a des nouveaux catalyseurs qui nous permettent de pricer de nouvelles choses dans le marché d'ici demain, soit il n'y a rien. Et je pense qu'on va essayer donc de trouver un support. Soit hier, soit on va le faire aujourd'hui. Et une fois qu'on aura trouvé ça, je pense mourir la fin de semaine ici. Et la semaine prochaine, très probablement des gaps lundi matin, soit vers la partie haute de la structure pour essayer de s'en extraire bullish et d'aller chercher les sommets historiques derrière, soit tout simplement on regape à la baisse et ce seront des gaps d'accélération. Et ici, on pourra le faire sans aucun problème. Hein. Je vous rappelle qu'à Wall Street, ça c'est une vague 1. D'accord? Et que donc, si ici on a déjà fait la vague 2, on est donc typiquement ici dans des schémas de type vague 3, c'est-à-dire qu'on prépare ici une accumulation, un triangle, Dieu sait quoi, un range bizarre. Si on revient gaper la partie basse de la structure, la prochaine vague est une vague d'accélération. Le gap ici, qui pourrait se former, ne sera pas comblé. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez un flux avec accélération immédiate du flux lundi matin. Autrement dit, je vous ai dit que je préparais éventuellement un trade over week selon différentes conditions. Je vous en parlerai demain soir si je le mets en place. Je surveille, mais je vous prépare à ça. D'accord ? Si lundi matin ça gape à la baisse, vous savez très très bien ce qui va se passer. On va tout de suite basculer dans la partie baissière. En tout cas, revenir tester le prix d'équilibre de la grosse structure en hésitation ici. Voilà. C'est-à-dire que dans ce cas-là, l'objectif, c'est au moins de venir tester sous les 2007, proche de cette zone, la zone d'indécision, en sachant qu'une fois arrivé ici, il faudra avoir bien du courage pour acheter. Voilà. Moi, pour ma part, ici, je ne ferai même pas de TP sur cette zone-là, je ferai que des mises à BE. C'est-à-dire que je mettrai mes stops à break-even et j'attendrai de voir si ici la panique s'empare littéralement du marché. Si ça s'empare littéralement du marché, hein, vous avez été prévenu maintes et maintes fois. Hein, pour moi, si cette zone, elle lâche, derrière, il n'y a que ça, c'est-à-dire 2600 et quelques. Et ici, soit il y a un sauvetage central sur cette zone-là et ça parvient à rebondir derrière chercher les sommets, tout va bien, entre guillemets. Ou alors ici, c'est la merde, encore moins de support, c'est toujours plus rapide, toujours plus fou. Et là, on continue de chasser beaucoup plus bas dans la partie basse du porte-voix, qui ne fera pas non plus son support. Bref, autrement dit, ici, on enfile les perles, c'est tout à fait possible. Il ne faudra pas pleurer, hein, c'est à la 1987, je dis, en 2 ou 3 semaines, on peut sans problème se retrouver tout en bas. Et ce ne sera pas anormal. Alors oui, ce sera des anomalies de marché, mais, et je terminerai là-dessus, il faut bien que vous compreniez ça. Si j'essayais de vous faire une analogie d'un truc que vous pourriez comprendre parce que vous le concevriez beaucoup plus facilement dans la vie réelle.
Vous voyez un mec qui fait n'importe quoi. Voilà, un mec le mec il picole, il fume comme un con, voilà, enfin, voilà, prend tous les risques. Voilà, on est conscient des risques, d'accord, mais ce mec-là vous dit, moi je m'en bats les couilles, ok, je profite de la vie. Bon, voilà, et puis un beau jour, vous apprenez que le mec est mort. Bon, bah vous avez deux choses à dire. Vous allez dire, ah, c'est triste, c'est le destin. Le destin nous enlève quand même les meilleures personnes. Ou alors vous allez dire, bah attends, mais le mec, il a fait nawak toute sa vie, il l'a un peu cherché quand même. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire version numéro 2, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu empiles les risques, faut pas venir pleurer si il te tombe sur la gueule d'un coup. Et généralement, il y a beaucoup de gens qui vont dire, voilà, enfin, un accident est imprévisible. Bah, en fait, pas forcément. Il y a des accidents qui sont totalement imprévisibles. Ça, c'est clair. Le mec qui sort de chez lui, qui se fait taper par un bus, bah, je sais pas, je peux pas dire que c'est de sa faute, quoi. Voilà. Euh, c'est souvent des circonstances aléatoires qui vont faire ça. Par contre, il y a aussi bon nombre d'accidents qui sont dus à un enchaînement de négligence. De négligence qui ne sont ni plus ni moins en trading que des prises de risques qui ont été non considérées, d'accord, des risques ignorés. Bah là, pour moi, c'est un peu le système dans lequel on est. Moi, je vois un marché qui a encaissé et encaissé des prises de risques énormes, qui a encaissé les gains de ces prises de risques. Bah, est-ce qu'un jour, il va falloir payer la contrepartie? Si ça doit arriver, moi je ne serais pas surpris. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ce n'est pas normal, le marché ne devrait pas baisser aussi vite, c'est n'importe quoi, c'est la faute de la Fed ou c'est la faute de ceci ou de cela. Non, moi je dirais tout simplement c'est la faute de gens qui ont pris des risques énormes et qui ont fait prendre des risques à l'économie et qui bah, aujourd'hui récoltent tout simplement les fruits de la contrepartie. Moi je trouverais ça simplement normal. Voilà. Après, bon, bah, y en a qui diront que c'est anormal et que c'est un accident de marché. Moi je dirais que tout simplement on a fait les cons et on en paye le prix, point à la ligne. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse, sinon on va repartir sur ces thématiques sans fin.